La première rencontre est déterminante dans tous les domaines. Moi, je nuancerais un peu, c'est-à-dire que... AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé le mardi, c'est avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Sabrina est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Philippe, Sabrina, bonjour on ne donne Nadia. pas le nom parce qu'on la connaît sous son prénom, Sabrina, créatrice de l'agence matrimoniale Abelny. Parce que ce matin, nous allons parler de la base, c'est-à-dire la rencontre. Coco Chanel disait « Vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Ouais. Alors vrai ou pas vrai ? Est-ce que la première impression qu'on a de quelqu'un est la bonne ou pas quand on se rencontre amoureusement ? Je commence ? Ouais. Allez. La première rencontre est déterminante, mais ça dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on peut parler de cette première rencontre lors d'un entretien d'embauche, de la première fois qu'on rencontre un homme ou une femme et qu'on souhaite se marier. Donc c'est toujours assez déterminant, bien qu'il ne faille pas s'arrêter forcément à cette première rencontre. Nadia, vous pensez que la première impression, c'est la bonne ? Que quand on... Parce qu'en amour, est-ce que finalement, quand on va faire sa vie avec quelqu'un, on le sait tout de suite au premier regard, en fait ? Ça, alors, si on le sait au premier regard, c'est plus de l'ordre du coup de foudre. On le sait. Moi, à mon sens, c'est pas forcément au premier regard. Par contre, les premières secondes et les premières minutes nous donnent quand même une idée de la personne et on sent si on a envie ou pas d'avancer avec cette personne-là. Il faut pas beaucoup de temps, en fait, pour sentir ça. Moi, je nuancerais un peu, c'est-à-dire que effectivement, au premier regard, on a une vue d'ensemble, comme un beau paysage qui pourrait nous scotcher comme ça du premier coup. L'effet waouh. Voilà, pas d'ailleurs. Voilà. Alors là, je parle dans le cas où où le paysage vraiment nous scotche. Et parce que vous avez la vue d'ensemble, et puis tout à coup, vous commencez à zoomer et vous vous rendez compte que sur cette plage qui vous paraissait idéale, finalement, il y a des détritus, que en fin de compte, il y a un vieux cabanon là abandonné, tout pourri, que vous n'aviez pas vu non plus, parce que vous étiez pris par le paysage dans son ensemble. Et quand vous commencez à zoomer, là, vous commencez à pointer. Alors après, il y a 2 attitudes suite à ça. C'est ouais, ok, il y a peut-être ces détritus, il y a peut-être ce cabanon, mais c'est des choses qui ont été surrajoutées, donc je peux faire fi de ça, parce que finalement, c'est quand même le paysage que je vois qui me touche. Et il y a l'autre attitude de ouais, mais quand même, il y a ça, donc moi, ça me gâche mon paysage. Donc, en définitive, tout se rapporte à vous. Et comment vous allez analyser aussi les choses que vous allez percevoir en face de vous. Et comment vous allez gérer ça, en fait. Ouais. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre les 2 ou 3 premières minutes où les gens sont ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à ce moment-là ? Déjà, ça snipe, quoi. C'est, les premières minutes, on analyse très, très vite des choses. Voilà, on regarde bien le visage, la corpulence, le côté... tout de suite, la première chose, c'est-à-dire que nous, en fait, à l'agence, c'est assez marrant de voir... quand on vient, parce que nous on les présente, donc c'est des gens qui ne se sont jamais vus, on les met dans une pièce ensemble et on leur dit voilà, on va vous servir un café. Donc d'abord on fait les présentations, Mourad, Nadia Mourad, et on leur demande, donc on leur dit on va vous servir quelque chose, mais juste déjà quand ils s'installent et qu'on les voit se regarder, souvent on revient dans le couloir et on dit ah là je crois que ça le fait pas du tout, ou alors purée il lui a pas plu, ou l'inverse, mais des fois c'est flagrant, c'est-à-dire qu'en 2 secondes la fille elle tire une tête où on sent que ça ne va pas du tout. Et parfois, tout de suite, on sent qu'il y a un relâchement, genre, ah ouais, il est canon ou elle est canon, et ça va aller, ça va bien se passer. Donc, il y a ce côté quand même, les premières secondes qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là ? Quels sont les échanges d'informations qu'il y a dans les 2 têtes ? Déjà, si vous êtes préparé... Alors là, on est dans le cas d'une rencontre qui est programmée. C'est ça. Ouais. Donc les gens vont on ne se s'est voir. pas vu, on ne s'est pas vu, mais elle est programmée. Alors dans ce cas, parce que il y a différentes configurations, parce qu'il y a la rencontre aussi spontanée, et la personne est en face de nous. Dans le cas où les 2 personnes ne se connaissent absolument pas, mais je sais que je vais rencontrer la personne, bien en fait, il y a un espèce de zzzz qui se crée dans la tête. Pourquoi ? Le zzzz entre mon imaginaire, c'est-à-dire l'idéal, pour la femme, le prince charmant qu'elle s'est construit. La programmation qu'elle s'est faite avant exactement, un rendez-vous. Exactement. Donc,
tout en fait, tout ce qu'elle a mis dans son logiciel interne, il est comme ci, comme ça, comme ça. Donc, elle s'est imaginé cet homme qu'elle va rencontrer, ou il s'est imaginé cette femme qu'il allait rencontrer. Et à côté aussi, l'autre circuit qui est ouais, mais je voudrais quand même aussi me faire surprendre. Peut-être que finalement, ce sera pas le style auquel je m'attends, et peut-être que je vais être agréablement surprise, et puis quelque chose va se passer. Donc en fait, il y a toutes ces contradictions qui n'en sont finalement pas, parce que c'est ce qui nous construit aussi, toutes ces contradictions, toutes ces oppositions, toutes ces différences, ressemblances. Donc c'est ça qui se passe en fait. Vous êtes en dialogue intérieur entre ce que vous allez probablement découvrir, ce que vous êtes en mesure d'accepter et ce qui est rédhibitoire. Mais du coup, là, Nadia, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais ça, donc ça revient à se remettre, nous, comment on est conditionné, comment on se prépare à cette rencontre-là. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est comme quand on prépare vraiment les entretiens d'embauche, c'est-à-dire qu'on peut se préparer et s'entraîner à ça. C'est-à-dire que on sait qu'au tout début, il va y avoir pas mal de choses qui vont se jouer. Mais on voit très bien les personnes à l'agence qui ont fait plusieurs rencontres, ils sont comme entraînés. Et du coup, ils vont moins se fier aux premières secondes, ils vont être plus sereins et ils vont plus attendre et laisser la chance du rendez-vous en fait, et de se faire surprendre par un charme, par quelque chose qui va leur plaire, et donc ça se travaille et on s'entraîne à ça en fait. Moi je pense vraiment que on peut s'entraîner à ça. De quoi est-ce qu'on a peur lors d'un premier rendez-vous ou pas? Alors il y a deux volets. Il y a le volet de j'ai peur de ne pas plaire, donc en dehors de est-ce qu'il va me plaire ou pas. D'abord, c'est est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais l'impressionner, il ou elle d'ailleurs, est-ce que je vais savoir quoi dire, est-ce que finalement je vais pas être ennuyante ou ennuyant, enfin tout ça défile dans la tête. Et il y a l'autre volet qui est est-ce qu'il ou elle va me plaire, est-ce que finalement je vais pas être bloquée parce que c'est vrai, il sera ou elle sera aux antipodes de ce que j'attends, de mes codes, de mes préférences. Donc il y a ça se joue entre ces deux. Et selon en fait le niveau de confiance en soi, l'un prime sur l'autre. Parce que tout à l'heure, quand vous nous avez posé la question, j'allais dire en premier, est-ce qu'il va me plaire? Donc il y a des personnes qui en premier vont dire, se sentent tout à fait. Ah oui, elles sont très alignées avec eux-mêmes, elles ont beaucoup de confiance en elles. Elles sont plus dans l'autre, est-ce qu'il va me plaire? Tout à fait. Et il y a parfois des excès de confiance aussi, qui font que la personne qui va rencontrer, donc est-ce qu'elle va me plaire? Et il va la mettre en situation où elle va la mettre en mode entretien d'embauche. Justement, alors là, pour le coup, il va poser les questions. Plais-moi, intéresse-moi, raconte-moi, fais en sorte que tu me plaises. Et il oublie, donc nous on le voit souvent à l'agence, il oublie que lui aussi, il doit la séduire ou le séduire. Donc c'est vraiment ce niveau de confiance qui va déterminer si on met en premier la peur de est-ce que je vais lui plaire ou est-ce qu'il va me plaire. Tout à fait. Donc une fois de plus, on revient à soi. C'est-à-dire comment comme toujours. Exactement. Comment la personne se vit les rencontres au sens large du terme, parce que c'est un schéma qu'on retrouve finalement avec n'importe quel type de rencontre, même des rencontres amicales, professionnelles. C'est des gens qui fonctionnent un peu sur ce mode-là. C'est vrai. Nadia le disait tout à l'heure, on a peur de ne pas être à la hauteur, mais est-ce que peut-être parce que justement on a cette peur, on n'en rajoute pas un petit peu en disant voilà, je vais être à la hauteur, donc on charge la barque, quoi. C'est-à-dire on se motive. Non, on essaye de se montrer sous un jour bien meilleur qu'on ne pourrait être, pour justement être à la hauteur. Après ça, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que s'embellir, se faire particulièrement beau ou belle pour une rencontre, mais pareil pour un entretien d'embauche, j'ai envie de dire, on est toujours au top le jour du rendez-vous. Après, forcément... Ça veut dire vendre du rêve, vous voyez. Mais non, ça veut juste dire être soi-même, mais il y a bien des occasions où on va être un peu plus apprêté, un peu mieux. Je veux dire, c'est l'occasion qui s'y prête très bien, et il faut montrer plus de... la meilleure version de soi. Exact, et c'est toujours une version de soi quand même. C'est pas mentir sur soi, en fait. C'est ça Parfois, souvent, on me dit ça. On me dit, tu me demandes de me mettre au top, mais alors, en fait, c'est pas vraiment moi. Moi, il faut qu'il ou elle me voit dans ma vraie vie. Non, en fait, on n'est pas pareil le dimanche dans la télé, en plateau télé, même plus tard quand vous serez en couple, que quand vous allez en sortie d'amoureux. Il se passe des choses comme ça, après? Bah oui.
Et même en présentant la meilleure version de soi, apprêtée, tout ce que vous voulez, à un moment donné, le contenu de l'échange va faire que vous avez beau avoir les plus beaux apparats, de toute façon, c'est vous. Voilà. Mais est-ce que ceux qui aiment le challenge, justement, essayent pas d'être vraiment à la hauteur? Le principal des défis, c'est que l'autre l'aime. Non? Pas forcément. Non, quelle que soit la personne. En plus, aujourd'hui, on est vraiment dans la culture de... Tellement, on est dans le next. On zappe vite. Ouais. Donc, les gens ne mettent pas autant de au contraire, moi, je trouve que c'est dommage. C'est plus un challenge. Non, c'est plus un challenge et on met pas beaucoup de pression ou de... au contraire, je trouve que là, on va vite zapper. Donc, on va pas avoir une grosse pression de plaire à l'autre ou de lui montrer qu'on est le meilleur. Il suffit qu'il dise un truc un peu pas à sa place pour dire, de toute façon, il y en aura d'autres. On zappe. Il y a moins ce challenge-là. Alors au début on a l'image, après on a le son. C'est important le son. Ah c'est hyper important. Alors ça c'est le son, les mimiques, la gestuelle. La voix déjà, parce qu'il y en a qui sont très très bien, qui parfois ont des voix. Les premiers mots, vous les travaillez vous par exemple, Sabrina? Est-ce que vous préparez les premiers mots que les deux vont se dire? Nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on informe, dans l'invitation qu'on met pour le rendez-vous, on va donner quelques éléments pour qu'ils puissent discuter, mais sans dire trop de choses, parce que chacun va avoir envie de se présenter parce que moi, je vais très loin, ils me racontent leur passé, leur divorce, ils me racontent leur mode de vie, comment ils ont grandi, mais tout ça, je ne vais pas le dire à la personne qui va être rencontrée. Secret de fabrication. Donc ça reste en interne pour que je puisse matcher. Mais... on donne quelques infos de caractère, de physique, on va donner peut-être l'origine, le niveau d'études, enfin ce qu'elle fait dans la vie plutôt, la personne, mais c'est tout. Et on va dire, il est plutôt, il aime beaucoup voyager, ou il a fait telle et telle chose dans sa vie, il est très sportif, fait de la course à pied par exemple. On peut le donner comme info pour qu'il y ait un petit point quand on sait que ça va être un début de discussion. Après, il n'y a pas de règle générale, mais se présenter simplement en quelques mots, faire une petite intro. Voilà, je m'appelle Sabrina, j'ai tel âge, je raconte quelques éléments de moi et surtout, je m'intéresse à l'autre. Ça va être vraiment clé. C'est plus on va s'intéresser à l'autre et plus l'autre il va se sentir important et estimé. Et c'est une des choses qui fait que la mayonnaise prend. C'est ça la clé du succès, c'est finalement de creuser et d'être centré sur l'autre. Parce que l'autre est rassuré. Il se dit déjà, si elle s'intéresse à moi, c'est que je dois pas lui déplaire. Enfin voilà. Et parfois, alors je le dis même quand c'est pas vrai, c'est-à-dire même si la personne ne me plaît pas trop, mets-le dans une bonne situation, de bonnes conditions, peut permettre à ce que ça te surprenne et que finalement il va te plaire. En fait, c'est mettre une atmosphère et permettre un environnement qui va être le bon pour pouvoir éventuellement matcher. Mais quand vous faites ça, vous dans les profils qui se présentent, vous proposez ça aux deux ou à la personne que vous sentez la plus... Alors, c'est une bonne question, Nadia. En fait, par exemple, quand la personne fait son premier rendez-vous à l'agence, je dis systématiquement à l'autre qui en a déjà fait de commencer à se présenter pour mettre l'autre plus à l'aise. En disant, toi, je sais pas moi, Nicolas, c'est ton premier rendez-vous. Nadia, elle est beaucoup plus à l'aise. Du coup, c'est Nadia qui va prendre prendre je confirme que Nadia va prendre le lead. J'ai pas choisi ce nom au hasard. Donc, Nadia, elle va commencer à se présenter. Ça va te laisser le temps de te décontracter. Et l'autre est tout à fait content de commencer. Après, il y a des gens qui sont très timide aussi, donc c'est pareil, j'essaye en fonction du caractère de donner la main plus à l'un ou à l'autre ou des fois on aide un petit peu à la présentation, mais c'est très court. La première rencontre, elle est décisive ou pas? Comme je le disais au début de l'émission, moi quand la personne me dit j'ai beaucoup de choses qui me plaisent chez lui ou chez elle, mais physiquement je suis pas sûre. Quand je suis pas sûre, vraiment j'incite à faire un deuxième rendez-vous, une deuxième rencontre, parce que justement tout ne se joue pas au premier rendez-vous. Il y a des personnes qui sont particulièrement stressées, qui sont particulièrement, vous savez, le stress peut même modifier l'attitude, les mimiques, la crispation du visage, tout ça. Il y a des gens vraiment qui sont très très impactés par le stress. Et en plus de ça, si tout colle, si on a l'impression que tout a été pendant le rendez-vous en termes de j'aime bien ce qu'il fait dans la vie, je le trouve plutôt avenant, j'aime bien comment il s'est adressé à moi, j'aime bien sa voix et tout, mais physiquement je suis pas sûre. Le je suis pas sûre mérite un deuxième rendez-vous. Et franchement, allez, si je donne des statistiques comme ça de mémoire, il y a peut-être 60%
des deuxièmes rencontres, quand il y a un doute, parce que quand il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il me plaît pas, mais quand il y a eu un doute, ça se poursuit après. C'est marrant, il y a une expression qui dit s'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, Sabrine? Pas pour les rencontres amoureuses. Bon, vous l'avez dit, il y a des choses qui plaisent et il y a des choses qui déplaisent. C'est rare que les gens se plaisent à 100% la première fois. Ouais. Bon, comment est-ce que vous faites le ratio entre les choses qui plaisent et qui déplaisent? T'as une idée, Nadia? Comment on fait le ratio? Parce que là vraiment, si quelqu'un vous dit non, moi physiquement, je me vois pas l'embrasser, Oui. parce qu'on a déjà entendu, comment vous faites par rapport à ça? C'est à la personne, justement, de se positionner par rapport à ça, parce que ce qui va être rédhibitoire pour l'un ou pour l'une ne sera pas pour l'autre. Non, mais si elle dit, voilà, j'aime tout, mais je me vois pas l'embrasser, bon... Moi, ça fait partie de l'attirance physique, quand elle n'est pas au top au départ. Vraiment, je vous assure que j'ai eu des gens qui se sont mariés et j'ai une histoire là en tête la dernière. Elle m'a dit, il me plaît pas physiquement, et au deuxième rendez-vous, elle m'a dit, mais j'avais quoi dans les yeux? Vraiment, il est beau, il me plaît. Et j'ai peur maintenant, moi, qu'ils me bâchent et qu'ils me disent, finalement, t'es pas mon style, en fait. Donc, si on a un doute sur un aspect, quel qu'il soit, c'est bien de creuser, parce que parfois, le lien qui va se faire, dans une autre émission, Nadia, tu parlais des différentes façons de se plaire, et voilà. En fait, c'est pas seulement le physique, ou seulement l'attitude, ou seulement le caractère, c'est un tout. Et donc, laisser découvrir ce tout-là, ça peut permettre, par la suite, d'avoir des attirances qui sont nouvelles. Oui. Alors après, moi, ce qui me vient en tête quand vous avez posé la question justement sur la rencontre, j'ai pas entendu la même chose. Pour moi, quand vous avez posé la question sur est-ce que la première rencontre est... elle est décisive. Est décisive, moi, j'étais pas partie sur la rencontre du moment présent, mais de la première rencontre qui a eu lieu dans la vie. Parce que souvent, ce que l'on remarque, c'est que les personnes, alors c'est une thématique, on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission, mais les célibats, par exemple, qui sont très prolongés, quand on creuse, souvent on se rend compte qu'il y a en réalité une première rencontre ou des rencontres passées dont on n'a pas fait le deuil. Et en réalité, la personne, elle a deux positionnements. Soit elle se positionne en fait mais personne n'arrivera à sa hauteur, à lui ou à elle. Voilà. Donc tout le temps en comparaison directe, c'est-à-dire que finalement c'est une recherche éternelle de cette première rencontre qui a fait vibrer, qui est mythique et qui est mythifiée, qui est fondatrice, qui est mythifiée évidemment. Exactement, qui est fondatrice de nos attractions amoureuses et sexuelles. Donc, d'ailleurs, très souvent, ces personnes vont aller rechercher aussi le même profil. Il y a en tout cas un élément déterminant dans le profil de la personne, peut-être pas le profil global, mais en tout cas des éléments qui percutent. Ou alors, il y a l'opposé, c'est-à-dire... Exactement. Je cherche l'opposé de cette première rencontre parce que j'ai souffert, parce que ça m'a fait quelque chose. Mais trop dur. Mais c'est toujours en référence à la première rencontre. Voilà. Donc finalement, exactement. Donc le deuil n'est pas fait. Exactement, tu as raison Sabrina, c'est tout le temps en comparaison, qu'elle soit dans la recherche de la similitude ou bien la recherche de l'opposition. Donc en fait, le deuil n'est pas fait. Et souvent, cette histoire pour revenir à votre question, tout me plaît, mais je me vois pas l'embrasser ou je me vois pas faire ci ou je me vois pas faire ça. Je vous dis ça parce que c'est du vécu, je l'ai entendu. Oui. Vous voulez vous confier ici, Philippe? je voudrais bien vous le dire, mais pour des raisons tout à fait techniques, je ne peux pas vous le dire. Oui. Nadia, oui. Vous voulez que je m'énerve? Non. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pas du tout. Bon, alors. Ne me pointez pas du doigt comme ça. Ça me rappelle une émission, vous m'avez pointé du doigt. Donc. Si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui à visage découvert. Donc, effectivement, c'est très intéressant quand ça bug sur des points comme ça, d'aller creuser, de se dire, finalement, et Sabrina l'a dit très justement avant, d'aller creuser un peu plus loin parce que bien souvent, il y a des réminiscences, en fait, de vécu passé. Alors, j'entends bien, des personnes risquent de me dire « Ouais, mais alors, quid des personnes qui n'ont jamais fait de rencontre, qui ne sont jamais sorties avant, et la rencontre, c'est vraiment la première fois, parce qu'ils sont dans un projet de mariage et qu'ils n'ont jamais eu de relation avant. » Mais qui peut être fantasmé quand même aussi. Ça n'empêche pas de fantasmer une première rencontre. Sauf que ça, comme je le disais dans une émission précédente, c'est le monde des bisounours. Ce n'est pas
pas vrai dans le sens où, même s'il n'y a pas eu de relation avant le mariage, ça c'est réel, il y a des couples qui n'ont jamais eu de relation avant le mariage ou de flirt avec une personne. En revanche, il y a eu un impact parce qu'il y a eu un sentiment amoureux, profond, qui est ancré très souvent dans l'enfance ou l'adolescence. Donc ça, tout le monde a été traversé par ça. Ça fait partie du vécu, en fait. Voilà, et ça construit justement les représentations après, notamment vos codes d'attraction amoureuse, vers quelle personne... Alors, qu'est-ce que vous appelez les codes d'attraction amoureux ? Alors, c'est tout ce qui va aller vous percuter, vous toucher au niveau du sentiment amoureux. C'est-à-dire l'attitude de la personne, ses mots, comme vous disiez, ses gestes, sa façon d'être, c'est sa tendresse. Parce que la tendresse, on n'est pas obligé de toucher quelqu'un pour être tendre. La tendresse, elle s'exprime aussi dans une attitude, dans une façon d'être. Donc, c'est tout ça, tous ces codes-là, en fait, bien souvent, les gens n'arrivent pas à les nommer parce que tout simplement, on ne les a pas accompagnés à se poser pour les identifier. Mais en fait, ils les ont. Et quand on les aide, on les accompagne, en fait, à défricher tout ça, ils disent « Ah oui, non, mais oui, effectivement... » Je me rends compte là que finalement, les hommes ou les femmes qui m'attirent le plus, en termes de sentiments amoureux, ceux vers qui je vais aller m'attacher, où il y a quelque chose qui va se passer amoureusement, c'est des personnes qui ont plutôt telle façon. Ça peut se jouer, on l'a déjà dit, sur une façon de regarder. Un exemple comme ça, les personnes qui vont vous regarder frontalement, elles vont pas du tout vous attirer. Par contre, celles qui vont avoir un regard un peu joueur, un peu coquin, malicieux, c'est quelque chose qui va vous percuter. Et ben, ça fait partie des codes d'attraction amoureux, par exemple. Bon, on passe au côté pratique. Vous disiez tout à l'heure qu'un premier rendez-vous, un premier entretien, Sabrina, ça se prépare. Oui. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut poser. Est-ce qu'il y a vraiment des questions qui sont obligatoires à poser lors d'un premier rendez-vous ? Alors, non, il n'y a que pour le premier rendez-vous où rien n'est obligatoire. Ah, d'accord. Parce que moi, je parle souvent des questions prémaritales qui sont obligatoires. Vous êtes la reine des questions prémaritales, Sabrina. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas si on n'a pas abordé un certain nombre de sujets hyper impactants pour la vie de couple, d'après moi. Par contre, lors de la première rencontre, c'est au contraire là qu'il faut jouer la spontanéité, être tout à fait naturel, et même parler de la pluie et du beau temps, ça peut suffire. Parce qu'en parlant de la pluie et du beau temps, on va entendre la voix, on va voir l'autre sourire, être peut-être attristé par le temps, j'en sais rien, mais il y aura des choses qui vont transparaître et qui du coup sont juste, on se découvre en fait. Donc peu importe vraiment ce qu'on se dit, c'est pas si important que ça. Moi, les rendez-vous de l'agence durent que 40 minutes. Donc, c'est pas énorme. Parce que ce qui fait peur, c'est les blancs, vous savez. Ben non, en fait, il n'y a pas forcément... Il n'y a pas de blanc. En fait, les gens ont peur de ça, les premiers souvent... Et si j'avais rien à lui dire ou est-ce Franchement, non. Moi, alors déjà, je commence par leur dire, un petit, ça va, t'as trouvé facilement, tu t'es garé où ? Enfin, peu importe, vraiment. C'est se mettre l'autre à l'aise, si on le peut, parce que des fois, on n'est soi-même pas très à l'aise, mais essayer de faire en sorte, comme on a dit, on va dire le contexte soit agréable pour les deux. Et puis parler, on peut raconter, on peut parler de ses frères et sœurs, on peut parler de ses amis, on peut parler de ce qu'on a fait hier. Peu importe. Après, quand même, il y a quelques mots-clés qui doivent ressortir. C'est-à-dire que si on a bien préparé sa rencontre, dans le sens où on se connaît, parce que la préparation, c'est pas d'une rencontre, en fait, on se prépare à rencontrer l'autre, en fait. C'est pas juste cette rencontre-là de façon pragmatique, mais dans l'absolu, se préparer à rencontrer. Donc, on connaît, normalement, on se fait se définir par ses valeurs, et non pas par notre métier, notre, je sais pas moi, notre niveau d'études. Il y a des gens qui se définissent par quoi d'autre, par leurs origines. En fait, c'est un tout. Tout ça, ça nous a... Parfois, je dis, moi, vous parlez de je suis cadre RH ou je suis je ne sais pas quoi. Ça, en fait, il vaut mieux dire je suis quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'abnégation, je suis partie de pas grand-chose, mais justement, je suis tellement déterminée dans ma vie que j'ai réussi à avoir un poste qui me plaît aujourd'hui, dont je suis fière. Ça montre des valeurs, en fait. Plutôt que de dire j'ai ce poste, comme si c'était ça qui vous définissait. Donc, il y a quand même des mots-clés, parler de soi, de ses valeurs. Alors, allez-y, les mots-clés, par exemple. Les mots-clés, en fait, après, c'est comme dit Nadia, chacun ses codes, parce qu'il y a quelqu'un en face qui va être peut-être réceptif aux mots-clés famille, enfant.
et d'autres qui vont pas du tout être réceptifs à ça. Donc, il s'agit pas de mentir sur ces mots-clés, mais de dire des choses qui nous caractérisent. Et c'est bien qu'à la fin de l'entretien, se dire, s'il doit retenir quelque chose de moi, qu'est-ce qu'il doit retenir, en fait. Donc, quand on se pose la question comme ça, je trouve qu'on aborde parfois des sujets qui vont un peu nous définir. Voilà. Et ça va donner un aperçu plus juste en tout cas de nous. Donc le premier entretien, on reste sur la question des valeurs. On reste sur la question des valeurs et on peut aussi parler de tout et de rien. C'est quelques informations qu'on va donner pour donner envie d'aller plus loin, tout simplement. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de questions prédéfinies, il n'y a pas de sujet forcément à aborder nécessairement au premier rendez-vous. Ça doit être spontané, mais l'autre doit quand même avoir des petites pistes, des petits... Des indices. Sur les valeurs, Nadia ? Alors, je rejoins effectivement ce que dit Sabrina. Moi, du coup, je vais remettre ma casquette sexologue. Non, garder pour le deuxième entretien. On fait au deuxième entretien, ça. On va pas en parler tout de suite. Justement, une des questions qui se présente, notamment pour les personnes qui ont fait moult rencontres, à un moment donné, elles se disent il faut bien quand même que je sache si il va y avoir une compatibilité sexuelle ou pas. Ça, c'est un avis personnel. Je pense que lors de la première rencontre, il ne faut pas partir du principe de oui, je vais parler de sexualité ou non, je vais pas en parler. En fait, il faut que ça vienne, il faut que ça puisse venir spontanément si ça fait partie du fonctionnement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, à travers certains éléments détournés, voir s'il y a une facilité à parler de sexualité ou pas. Donc on teste. En face, oui. Vous avez différents moyens. Par exemple, là pour le coup, les mots-clés, on peut parler de tendresse, est-ce que la personne est plutôt une personne tactile ou pas, est-ce que dans la vie de tous les jours, pas dans le cadre conjugal, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est une personne qui va facilement au contact des gens, au contact physique des gens, ou est-ce que c'est une personne qui est plutôt en retrait. Mais ça, Nadia, est-ce qu'on n'a pas des indices qui sont naturels, en fait ? Oui, effectivement. Parce que on n'est pas... Genre quoi ? L'attitude, c'est-à-dire l'attitude de la personne, la bienveillance, la façon... moi, je dis des fois, il suffit que le jeune homme dise « Est-ce que tu veux du thé ou du café ?» qui lui sert... Enfin, voilà, quand il est avenant, la façon, comme tu parles de la tendresse, ça transparaît. Donc, il y a des signaux qui sont, comme tu dis, détournés, qui peuvent nous donner des indices. Bon, alors, ça commence à pas être trop d'accord sur le plateau. On parle de la rencontre ce matin avec Sabrina de l'agence Abelni et Nadia Elbouga. Vous parliez du paraverbal tout à l'heure. Alors le paraverbal, c'est ce qui nous échappe, c'est quoi, Nadia ? Alors voilà, en fait, effectivement, Sabrina a raison en disant qu'il y a des choses effectivement qui transpirent, il y a des choses qui transparaissent dans la façon de parler. Regardez, déjà, nous deux, depuis tout à l'heure, on a des moments où on est un peu plus figé, des moments où on est un peu plus dans l'expression, donc on peut se donner déjà une idée de notre attitude dans la communication. Exactement. En revanche, là où je mets un bémol, c'est que lors du premier rendez-vous, comme on est dans une attitude encore effectivement de séduction et de calcul, j'y mets vraiment des grosses guillemets. On n'est pas 100% naturel, quoi. On reste nous-mêmes puisque c'est à moins d'être vraiment dissocié, mais on est quand même dans le contrôle. Donc effectivement, des personnes qui peuvent être dans une spontanéité ou dans une certaine tactilité vont se brider parce que de peur tout simplement de faire fuir la personne en face. Et donc du coup, il y a des choses qui peuvent ne pas ressortir et au détriment finalement de la personne en face. Donc il peut y avoir des questions qui ne sont absolument pas intrusives, où on ne rentre pas dans l'intimité sexuelle de l'autre, évidemment, à moins qu'il vous y invite, il ou elle vous y invite, mais qui peuvent vous donner des éléments, par exemple... Je donne un exemple concret. Vous pouvez passer par le biais des enfants. Si par exemple dans la discussion, il y a eu un échange sur moi je me vois avec une famille, des enfants, ok, très bien. Quels sont justement tes principes éducatifs ? Moi par exemple, je n'ai pas eu d'éducation à l'affectivité, à la sexualité. Moi mes enfants, je leur parlerai quand même de leur corps. Là,
vous avez déjà un indice. Parce que la personne en face, elle dit ah ouais, non, attends, non là, quand même, ça va trop loin. Elle va trop loin, là. C'est quoi ce truc, voilà. Ou alors, ah oui, bah effectivement, bah, tu vois, moi aussi, j'ai manqué de ça, et c'est vrai que c'est dommage. Après, peut-être que je dirais les choses, je dirais pas tout, je dirais les choses de telle façon, parce que j'ai quand même une certaine pudeur, j'ai encore du mal avec ces sujets-là, mais hop, là déjà, vous avez un indice sur... Est-ce qu'il y a une potentialité de pouvoir poser cette question, pour le coup, entre les deux personnes? Parce que si, là, on passe par le biais des enfants, d'ailleurs, qui sont fictifs, puisqu'ils n'existent pas encore, ils sont imaginaires. Mais finalement, en parlant de ces enfants imaginaires, on parle de nous un petit peu. Bien sûr. On se dévoile sur comment est-ce on est dans la projection en plus. Donc déjà, quand on se met à parler d'enfants dans un entretien, dans une rencontre, c'est que déjà, on est dans la projection et l'autre sent tout de suite que la personne est prête à y aller, quoi. Ah oui, si on parle d'enfant, c'est qu'on se projette. Enfin, en tout cas, c'est une sorte de projection. Une projection d'une idée du bonheur, déjà. Oui. Et de la famille. Et avec la personne en face. Donc déjà, c'est pas anodin de parler d'enfants. Après, moi, par rapport à la sexualité, franchement, je pense personnellement pas qu'il soit... Je crois que c'est mon téléphone qui fait des trucs bizarres. Donc tu penses que ce soit pas forcément utile. C'était l'alerte en fait. C'est l'alerte. Alors, donc continuez parce que moi... Mais c'est bien parce que du coup, on a des étoiles en même temps. Parce que le temps que moi, je trouve comment ça fonctionne, parce que je suis quand même... Je suis un peu un geek. Voilà. Mais non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Donc je disais que... Voilà, je pense qu'il n'est pas forcément indispensable... Selon moi, après premier rendez-vous, même un peu après, je trouve qu'il y a des couples qui n'ont pas forcément parlé de ça ouvertement et pourtant, ça fonctionne très très bien. Donc après, tout dépend de la sensibilité de chacun et de là où il en est dans sa vie aussi, parce qu'une personne qui a déjà eu une vie conjugale, c'est pas la même chose qu'une personne qui a jamais été mariée. Donc en fait, effectivement, chacun a son rythme et il faut pouvoir en parler librement si on le souhaite, mais ça n'est pas selon moi, indispensable. Il y a des choses qui peuvent se faire vraiment de façon tout naturelle parce qu'on est créé comme ça, en fait. Bien. On est, vous savez qu'on nous les réclame souvent, ces fameuses questions prémaritales qui sont importantes. C'est vrai. Il y a une vidéo là-dessus. Je sais, mais on nous les réclame tout le temps. Ok, alors, il y a 10 thèmes. 10 thèmes. Et il y a 100 questions. Donc on y vient, on ne va pas avec sa mallette. Deuxième rendez-vous, on a le temps pour les poser. Le gars, il vient avec son formulaire, tu sais, qui coche. C'est des questions. Alors bon, je dis il y en a 100, il y en a 10, il n'y a pas de règle. C'est simplement que sur, c'est un shir qui s'appelle Faraz Rabbani qui a écrit ces questions-là. Elles ont été reprises d'ailleurs. C'est des questions prémaritales qui ont été reprises par les catholiques aussi. Enfin bref, et je pense que les juifs ou d'autres. Tout le monde se reconnaît finalement. Toutes les spiritualités se reconnaissent dans ces questions. Parce que c'est des questions qui vont interroger sur la personnalité, sur comment on voit les choses. Et on va, par exemple, aborder la question des finances. Qui gère les finances ? Comment ? Qu'est-ce qu'on met dans le couple et qu'est-ce qui est hors couple ? Ce genre de choses qui peuvent paraître, on verra bien. Non, en fait, c'est hyper important. La gestion des enfants, parler de l'éducation des enfants, ça c'est abordé avant le mariage, évidemment. Après, il y a des questions sous quel angle, la question des enfants ? Combien tu veux d'enfants ? Tu veux des enfants tout de suite ? Pas tout de suite ? Est-ce que tu en veux déjà ? Voilà, et les enfants, enfin aussi, pareil, c'est le mariage, pourquoi ? Et les enfants aussi, pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que tu veux transmettre ? Quel est ton but ? Voilà, comment tu te vois ? Les projets à court et moyen terme. Il y a aussi des façons détournées de connaître le caractère de l'autre, en fait. Donc, par exemple, on va lui dire, quand tu te fâches avec un ami, une des questions, c'est quand tu te fâches avec un ami, est-ce que tu restes longtemps sans lui parler ? Est-ce que tu es rancunier ? Et souvent, les gens se dévoilent, vont dire, ah non, moi, je tire, ça y est, une fois que je suis gentil, et je suis du genre à zapper, je ne lui parle plus jamais de ma vie. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui vont dire, ah non, moi, dès qu'il y a un problème, c'est tout de suite, je le règle avec mon pote, il n'y a pas de problème entre nous. Et ça donne c'est aussi une manière détournée, comme l'exemple des enfants que je citais précédemment, pour pouvoir connaître l'autre. Ouais, tout à fait. Et tout de suite, voir comment l'autre réagit dans le couple, dans la gestion d'un conflit. Exactement, parce qu'on réagit pareil en fait avec sa femme. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'on va de toute façon, si on est du genre à pas vouloir laisser les choses traîner, on va être plutôt, alors peut-être pas de la même façon forcément, c'est une histoire d'amour, donc il y a différents enjeux, mais c'est assez intéressant à travers des questions comme ça. Il y a une des questions, c'est par exemple si jamais les grands-parents sont dans un autre pays. Est-ce que je peux envoyer mes enfants en Algérie pendant 1 mois, par exemple ? Mais ça, c'est une question qui a déchiré des couples quand il ne s'est pas posé à l'avance. En fait, il faut prendre toute notre vie. Là, je parle de questions prémaritales, pas à la première rencontre. On prend toute notre vie et on dit, c'est la deuxième, ça. Moi, je vis comme ça.
Et j'envisage des choses comme ça, mais on peut discuter. Et il y a des choses que je ne discuterai jamais, et il y a des choses qui sont tout à fait ouvertes. Et c'est important d'aborder tous ces thèmes-là. Donc, vous pouvez les retrouver chez Faraz Rabbani, sans question prémaritale. Est-ce que tu boudes? Est-ce que tu fais la tête? Oui, bien sûr. Mais les gens répondent à ça? Non. Je boude jamais. Moi, bouder, jamais. Y a des gens Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question très intéressante? Qu'est-ce que vous poseriez, vous, comme question prémaritale, par exemple, vous, Nadia? Ce qui est important, vraiment. Ouais. Enfin, moi, je vois pas ça en termes de questions, donc c'est ça aussi. Je vois ça plutôt. Vous fonctionnez pas de la même façon, finalement. Non. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir les deux approches. C'est-à-dire que je vois l'échange dans. Alors, il n'y a pas de spontanéité. Hein. J'y crois pas à la spontanéité. Pourquoi? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le terme spontanéité. C'est-à-dire que tant qu'on veut faire bonne impression, on n'est pas spontané. Quand on veut séduire, on n'est pas... Me semble-t-il. Donc, je pars du principe qu'il y a un échange, on pose des sujets, mais on n'est pas dans un question-réponse, parce que le question-réponse, finalement, je peux adapter sur le moment, et après le regretter, ma réponse, parce qu'il y a des éléments qui me plaisent chez l'autre en face. Et en fait, j'ai tellement peur de la perdre ou de le perdre sur le moment, parce que je veux quand même éventuellement faire bonne une deuxième Ouais. rencontre. Et donc, moduler. Alors que si je suis dans l'échange, mais dans l'échange plutôt concret, c'est-à-dire poser des situations. Poser comme finalement dans les formations qu'on peut avoir, des mettre en cas. situation. Si c'est des mises en situation. Moi, je travaille jusqu'à 2h du matin parce que je suis de garde tous les jeudis ou tous les Comment tu vis ça? Enfin, moi, c'est comme ça. Mais si tu veux plaire, si vous voulez plaire au début, vous allez dire, moi, ça me pose aucun souci, alors que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Franchement, ça finit par se trahir. Et dans la vraie vie, après, vous dites, bon, voilà. Oui. Alors, si la personne, on va aller jusqu'au bout de l'exemple. La personne dit, moi, ça me pose aucun souci. Très bien. Alors là, on peut du coup rebondir avec une question. Ça te pose aucun souci ponctuellement, mais si par exemple il y a des enfants, ou si je te dis que c'est mon mode de fonctionnement et que moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et que j'ai envie de continuer, et que je vais continuer, continuer à fonctionner comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu verrais dans la durée? Là, la personne, elle va se poser un moment et se dire, effectivement, dans la durée, ça veut dire que mon emploi du temps à moi devra s'adapter si on a des enfants. Peut-être qu'effectivement, ça pourrait poser des problèmes dans telle ou telle situation. Mais c'était pas une question d'emblée. Voilà, c'est une mise en situation. Vous le projetez et vous le ou la projetez. Et là, du coup, à un moment donné, il va y avoir, parce que dans la situation, vous allez la creuser. Au bout d'un moment, vous allez la creuser. D'ailleurs, dans cette situation-là de départ qui partait peut-être de la situation professionnelle, va découler plein de choses. Mais par contre, attention, moi j'insiste sur le fait qu'au premier rendez-vous, on essaye de ne pas rentrer dans ces... Oui, effectivement, moi je ne parlais pas du premier rendez-vous. Parce que sinon, c'est la crise. Parce que moi, j'ai eu là dernièrement un couple, ils se sont embourbés dans ça. Le mec, à la fin, il était frustré. Il me dit, j'ai même pas pu exprimer parce qu'elle a dit non. Je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, il m'a dit, mais je me suis sentie frustrée parce qu'elle a rien vu de ma personnalité. Elle a dit non juste à cause de la question de est-ce que je peux rentrer après 9h30. En fait, il y a eu, elle le mettait en situation. Elle lui dit, moi, voilà, j'aime bien voir mes copines, j'aime bien sortir dîner le soir. J'espère que ça te pose pas de problème. Il dit non, ça me pose pas de problème, mais bon, je vois pas pourquoi on rentrerait après 9h30, ni toi ni moi d'ailleurs. Et il est resté bloqué sur le 9h30. À quoi ça sert de se marier, d'avoir un mari à la maison alors? Mais du coup, la fille, elle a pas été plus loin. Mais en fait, mais là c'est un exemple concret. Si ça se trouve, ils vont très bien ensemble en fait. C'est ça. Et en fait, tout le monde s'en fiche. Ils sont pas à la bonne heure. Elle, ça se trouve, elle aurait jamais eu envie de rentrer après 9h30. Et lui, ça se trouve, il s'en fiche si elle rentre plus tard. Exactement. Donc c'est vraiment un truc qui est concret et qui, comme on veut montrer, en fait, on tient on tient position. Des fois, on a en plus alors tout un vécu, tout un truc. Si on est têtu, des fois, on peut résister. Des fois, on dit des choses qui viennent même pas de notre propre bouche. Oui. Donc, on insiste là-dessus comme pour sauver son honneur et sa famille et son truc. Et en fait, ça se joue pas là du tout. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est trop dommage. Et au premier rendez-vous, on ne met pas comme ça. On essaye de trouver des points communs. Et donc, dès qu'on en tient un,
on l'attrape et on le développe un petit peu pour créer quelque chose entre les personnes. Donc c'est plutôt ça qu'on essaye de faire. C'est à l'inverse, on est dans la positivité. Ah, t'aimes bien la course à pied? Purée, moi c'est fou, j'ai trop envie de faire le marathon, machin. Mais on reste là-dessus 5-10 minutes et on va pas dans des sujets où on trouve le sujet qui va pas et on va dire non mais vas-y, développe. De quoi? Quelle heure? Vas-y, continue. Oui. Alors effectivement, il y a les spécialistes de ce qu'on appelle les angles morts, oui, et qui adorent s'engouffrer dans les angles morts, et alors qu'ils kiffent parce qu'ils disent, tu vois, j'ai raison. C'est ça. Et ce que ils se rassurent. Pardon Nadia, mais juste à la fin ils finissent par dire bah voilà, tu vois, je l'avais dit, elle est pas pour moi. Oui, tout à fait. Ce que dit Sabrina est fondamental parce qu'effectivement, c'est pas le tout de donner des cas concrets et puis de pouvoir échanger là-dessus. Si c'est pour aller pointer, c'est comme l'exemple du paysage que je vous donnais au départ, si c'est pour aller zoomer sur le grain de sable de cette plage magnifique et que finalement c'est le seul grain de sable noir que vous voyez, c'est quand même dommage parce que du coup en levant un peu la tête, vous voyez vous aurez pu voir le reste. On est d'accord. Donc ça aussi, ça s'apprend. Et ça se prépare, comme disait Sabrina. Exactement. C'est OK, je pose des questions, je présente des situations cliniques ou des mises en situation, mais sur des valeurs. Sur des valeurs. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui se disait, ils sont restés coincés sur 9 heures, mais en réalité, ce qui se disait, c'est au final, oui, d'accord, mais si on est à deux, c'est quand même pour avoir des moments ensemble aussi. Voilà, donc, qu'est-ce que tu m'envoies comme message qu'en fin de compte, tu seras avec moi? Tu parles de tes amis alors qu'on est en train d'essayer d'être ensemble. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir finalement, en filigrane, comprendre ce qui est en train de se dire. Ce qui est en train de se dire, c'est que moi, je suis en train de chercher quelqu'un pour être avec cette personne. Voilà. Et le mouvement. Les entraîner, les personnes entraînées à la rencontre, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent OK, peu importe ce sujet, on passe à autre chose et il va essayer de embrayer sur un autre truc et essayer de trouver le point, si la personne lui plaît, essayer de trouver quelque chose. Vous avez compris, à la première rencontre, vous dézoomez, vous avez toute la vie pour ça, pour zoomer. Oui, parce que l'un parle finalement d'un besoin de rencontre, de rencontre de proximité, alors que l'autre parle de liberté. L'autre parle de liberté en disant mais 9 heures. Ils sont sur deux plans. Et en réalité, là, il y a deux valeurs qui sont mises sur la table. Où ils pourraient se rencontrer, mais finalement, ils sont partis sur deux voies différentes. Voilà, c'est ça. Bien, on fera une deuxième émission, d'ailleurs, sur la rencontre, sur le mariage. C'est déjà fini. Vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo, la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Avec Nadia, à mardi, et Sabrina, on vous retrouve tous les lundis dans les petites annonces rencontres entre 11h et midi sur Beurre FM.